Lors des funérailles de sa femme, il pleurait encore, quand sa belle-mère s'est penchée vers lui et lui a murmuré. « Essuie tes larmes. Fais tes valises. Et sors de sa maison. » Ce jour-là, Denny a enterré l'amour de sa vie. Et quelques minutes plus tard, quelqu'un a essayé d'enterrer sa dignité. Ce qu'il a découvert ensuite sur sa femme, sur sa maison, et sur la vérité qu'elle lui avait laissée en secret, a changé la fin de ce cauchemar. Bienvenue sur les histoires de Amina. Ici, chaque récit touche le cœur, surprend l'âme, et laisse une leçon qu'on n'oublie jamais. Installe-toi, respire, et laisse une nouvelle histoire transformer ta journée. N'oublie pas de t'abonner et de nous dire d'où tu regardes. Denny Erickson avait 34 ans et la femme qu'il aimait plus que tout au monde était en train d'être descendue dans la terre, tandis que sa mère se tenait à 1 mètre de lui, consultant sa montre comme si elle avait une réservation pour le déjeuner. 3 jours plus tôt, son épouse Vivienne était morte. Un cancer du pancréas de stade 4, qui était passé de douleurs abdominales inexpliquées à un pronostic de 6 mois à vivre, le tout en l'espace d'une seule consultation médicale. C'était il y a 8 mois, fin mars. Ils avaient eu 2 mois supplémentaires ensemble. 2 mois de temps volé, où chaque lever de soleil semblait un cadeau et chaque coucher de soleil un compte à rebours. Vivienne s'était éteinte par un calme mardi matin de novembre 2024, tenant la main de Denny dans la chambre de leur maison en banlieue de Charlotte, en Caroline du Nord. Elle avait 32 ans. Maintenant, Denny se tenait au cimetière de Oak Hill sous un ciel gris qui menaçait de pleuvoir, regardant le cercueil descendre. Il ne pouvait s'arrêter de pleurer. Ses épaules tremblaient, sa poitrine se soulevait. Il se moquait de qui le voyait s'effondrer. Vivienne méritait chaque larme. Elle méritait plus que des larmes. Elle méritait d'être encore en vie. « Reprends-toi », lui siffla une voix à l'oreille. « Tu fais un spectacle. » Denny se tourna pour voir sa belle-mère, Delphine de Morville, le foudroyant du regard avec ses yeux bleus glacés que Vivienne avait hérités, mais qu'elle avait remplis de chaleur plutôt que de froid. Delphine avait 61 ans, vêtue d'un tailleur Chanel noir qui coûtait probablement plus que ce que Denny gagnait en un mois en tant que professeur d'histoire dans un lycée. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés ne bougeaient pas dans le vent de novembre. Tout chez Delphine de Morville était contrôlé, calculé et froid. « Je viens de perdre ma femme », parvint à dire Denny à travers ses larmes. « Et moi, j'ai perdu ma fille », répliqua sèchement Delphine, bien que ses yeux fussent aussi secs que du sable de désert. « Mais je n'en profane pas le souvenir en sanglotant comme un enfant devant tout le monde. » Denny regarda autour de lui le « tout le monde » que Delphine mentionnait. Il y avait peut-être 40 personnes dispersées autour de la tombe. Le père de Vivienne était mort quand elle avait 12 ans, donc Delphine était le seul parent présent. Le frère cadet de Vivienne, Julien, se tenait avec sa femme, tous deux semblant mal à l'aise. Une poignée d'amis de la fac de Vivienne avaient fait le déplacement, ainsi que quelques voisins. Les propres parents de Denny étaient venus de Charleston et se tenaient à proximité. Sa mère avait le bras passé sous celui de son père, et tous deux pleuraient ouvertement. Quelques collègues enseignants de Denny étaient venus lui présenter leur respect. C'étaient des gens qui avaient aimé Vivienne, des gens qui étaient censés être unis dans le chagrin. « La cérémonie est terminée », annonça Delphine assez fort pour que tout le monde entende. « Il y aura une réception à ma maison pour la famille proche et les amis. Denny, je dois te parler en privé avant que tu ne partes. » Denny acquiesça d'un air hébété. Il ne voulait pas parler à Delphine. Il ne voulait rien faire d'autre que rentrer à la maison, se glisser dans le lit et sentir une fois de plus l'oreiller de Vivienne avant que son parfum ne disparaisse complètement. Mais Delphine ne demandait pas vraiment, elle ordonnait. La foule commença à se disperser. Les gens s'approchèrent de Denny un par un, offrant des condoléances qui se confondaient en un flot de « Je suis tellement désolé, elle était merveilleuse, si tu as besoin de quoi que ce soit ». Denny accepta chaque étreinte machinalement, son esprit étant ailleurs. Sa mère lui serra la main et chuchota « Tu veux qu'on reste ?»« Ça ira, » mentit Denny. « Je vous verrai à la réception. » Lorsque le dernier endeuillé s'éloigna vers les voitures, Denny se retrouva seul avec Delphine devant la tombe de Vivienne. Les employés du cimetière s'étaient discrètement retirés, leur laissant de l'intimité. Le vent de novembre se leva, dispersant des feuilles mortes sur la pelouse. « Je vais être directe, » dit Delphine, sur un ton affaire. Maintenant que Vivienne n'est plus, il y a des questions pratiques à régler. Denny la fixa.
Des questions pratiques? Nous venons tout juste de l'enterrer. Ce qui est précisément la raison pour laquelle nous devons en discuter maintenant, avant que les choses ne deviennent compliquées. Delphine resserra son manteau contre le vent. La maison. La maison? De quelle maison parlez-vous? La maison de Vivienne, précisa Delphine. Celle qu'elle a achetée avant votre mariage. Je suppose que vous y vivez, mais maintenant qu'elle est partie, nous devons prendre des dispositions pour que vous déménagiez. Denis eut l'impression de recevoir un coup de poing en plein estomac. Déménager? C'est ma maison. C'est là que Vivienne et moi avons vécu ensemble pendant 5 ans. Une maison que Vivienne a achetée avec l'argent de son fonds de placement, dit froidement Delphine. L'argent de la succession de son père. De l'argent qui n'avait rien à voir avec vous. C'était vrai. Techniquement, lorsque Denis et Vivienne s'étaient mariés il y a 6 ans, Vivienne était la seule propriétaire de la maison. C'était une belle maison de style artisanat avec 3 chambres, dans un quartier tranquille appelé Ashford Park. Vivienne l'avait achetée 2 ans avant leur rencontre, lorsqu'elle travaillait comme infirmière pédiatrique au centre médical de Caroline. La maison avait coûté 385 000 $ et Vivienne l'avait payée comptant en utilisant l'argent d'un fonds de placement établi par son père défunt. Denis, quant à lui, vivait dans un petit appartement et préparait son diplôme d'enseignement. Il gagnait 42 000 $ par an en tant que jeune enseignant. Vivienne gagnait environ 68 000 $ en tant qu'infirmière expérimentée. La différence économique entre eux n'avait jamais importé à Vivienne. Elle aimait Denis pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il gagnait. Mais cela avait toujours importé à Delphine. Je n'ai jamais demandé à Vivienne de m'inscrire sur l'acte de propriété, dit doucement Denis. Elle voulait garder la maison à son nom pour des raisons de planification financière. Notre avocat le recommandait pour des questions de droit de succession. Comme c'est pratique pour vous de vous en souvenir maintenant, ricana Delphine. En tout cas, la maison appartenait à Vivienne, ce qui signifie qu'elle fait maintenant partie de sa succession. Et puisque Vivienne n'a pas laissé de testament. Elle a laissé un testament, interrompit Denis. Les sourcils de Delphine se levèrent. Pardon. Vivienne a fait un testament il y a 2 ans, lors de son diagnostic initial. Nous l'avons tous les deux fait, dit Denis, sa voix ferme maintenant, malgré les larmes qui coulaient encore sur son visage. Notre avocat nous a aidés à tout mettre en ordre. Quelque chose traversa le visage de Delphine. De la surprise, peut-être, ou de la colère. Je vois. Et je suppose que dans ce soi-disant testament, Vivienne vous a tout laissé. Je suis son mari, Delphine. C'est généralement ainsi que cela fonctionne. Son mari depuis 6 ans, dit Delphine, sa voix dégoulinant de mépris. 6 ans pendant lesquels vous n'avez essentiellement rien apporté à sa vie. Vous gagnez combien? 45 000 $ par an à enseigner. Pendant que ma fille vous entretenait. Je gagne 52 000 maintenant, en fait, dit Denis, bien qu'il se détestât de se sentir sur la défensive à ce sujet. Et Vivienne ne m'a jamais entretenu. Nous partagions les dépenses proportionnellement à nos revenus. Nous formions une association. Une association? Répéta Delphine avec moquerie. C'est comme ça que vous appelez une situation où une jeune femme accomplie paie la plupart des factures pendant que son mari peu ambitieux joue au professeur. Les mots frappèrent Denis comme des gifles. C'était la Delphine classique. Elle n'avait jamais approuvé Denis. Dès l'instant où Vivienne l'avait présenté à sa famille, Delphine avait clairement montré sa désapprobation. Denis n'était pas assez riche, pas assez ambitieux, pas assez bien pour sa fille. Le père de Vivienne venait d'une vieille famille aisée, pas d'une richesse spectaculaire, mais confortable. Il avait bâti une entreprise d'assurance régionale prospère avant de mourir d'une crise cardiaque à 48 ans. Il avait laissé une succession substantielle que Delphine gérait d'une main de fer. Vivienne et son frère Julien avaient chacun reçu des fonds de placement d'environ 800 000 $. Delphine avait gardé le reste, y compris l'entreprise d'assurance, qu'elle avait vendue avec un bénéfice significatif. Delphine avait toujours imaginé Vivienne épousant quelqu'un de leur cercle social, un médecin peut-être, ou un entrepreneur prospère. Au lieu de cela, Vivienne était tombée amoureuse d'un enseignant de classe moyenne, qui avait grandi dans une modeste maison de plain-pied à 3 chambres à Charleston, dont les parents étaient un employé des postes et une bibliothécaire,
et qui trouvait qu'un dîner à plus de 70 $ était extravagant. J'aimais Vivienne, dit Denis simplement. Et elle m'aimait. C'est tout ce qui comptait. L'amour, se moqua Delphine. L'amour ne paie pas les hypothèques et ne construit pas les avenirs. Bien que dans ce cas, je suppose que ce n'était pas nécessaire puisque Vivienne avait déjà payé la maison. Pourquoi faites-vous cela? Demanda Denis. Pourquoi maintenant? Ne pouvons-nous pas au moins passer l'enterrement avant que vous ne commenciez à m'attaquer? Je ne vous attaque pas. Je suis pratique. Delphine consulta à nouveau sa montre. La réception commence dans 45 minutes. Je fais simplement clairement comprendre que vous devez commencer à prévoir de quitter la propriété de Vivienne. Je vous donne 30 jours, ce qui est plus que généreux. 30 jours. Denis sentit l'horreur surréaliste du moment l'envahir. Vous voulez que je quitte ma maison dans 30 jours? Ce n'est pas votre maison, dit froidement Delphine. Cela n'a jamais été le cas. Et maintenant que Vivienne n'est plus, il n'y a aucune raison pour que vous continuiez à y vivre. Mon avocat prendra contact avec vous pour l'avis formel. Votre avocat, Delphine, quel que soit ce que dit le testament de Vivienne, les testaments peuvent être contestés. Delphine le coupa, surtout quand il y a des questions d'influence indue ou de manipulation financière. Denis sentit son sang se glacer. Suggérez-vous sérieusement que j'ai manipulé Vivienne? Je suggère qu'une femme atteinte d'un cancer en phase terminale n'était peut-être pas dans le meilleur état d'esprit pour prendre des décisions financières importantes. Je suggère qu'un testament rédigé dans de telles circonstances pourrait ne pas refléter ses véritables volontés. Et je suggère que tout juge comprendrait l'inquiétude d'une mère de voir la succession de sa fille saisie par un conjoint opportuniste. Si vous aimez les histoires de trahison familiale froide et calculée, de batailles d'héritage choquantes et de justice ultime face à une richesse arrogante, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Il y a des histoires toutes nouvelles ici chaque jour, chacune plus intense que la dernière que vous avez regardée, et dites-moi d'où vous regardez. Denis prit une profonde inspiration, essayant de contrôler ses mains qui tremblaient. C'est insensé. Vous ne pouvez pas simplement me jeter de chez moi. Regardez-moi faire. Delphine tourna les talons pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Denis, ne vous embêtez pas à venir à la réception. Vous n'êtes pas le bienvenu. C'est pour les gens qui tenaient vraiment à Vivienne, pas pour les opportunistes qui la voyaient comme un ticket gratuit. Elle s'éloigna sur la pelouse du cimetière, ses talons cliquant sur le chemin pavé menant au parking. Denis resta seul près de la tombe de Vivienne, la réalité de ce qui venait de se produire s'imposant lentement à lui. Sa femme était morte, et sa mère essayait de le chasser de son domicile avant même que le corps de Vivienne ne refroidisse. Denis regarda la terre fraîche recouvrant le cercueil de Vivienne. « Je suis tellement désolé, chuchota-t-il. Je suis tellement désolé que tu ne sois pas là pour voir cela. Tu serais furieuse. » Vivienne avait toujours servi d'intermédiaire entre Denis et sa mère. Elle avait été le tampon, le traducteur, le pacificateur. Elle aimait Delphine malgré ses défauts, parce que c'était ainsi que Vivienne était. Elle aimait les gens même quand ils ne le méritaient pas. Mais elle avait aussi farouchement protégé Denis. Chaque fois que Delphine faisait une remarque cinglante sur la carrière ou les revenus de Denis, Vivienne la stoppait net. « Il fait exactement ce qu'il est censé faire », disait Vivienne. « Il change la vie des enfants chaque jour. Cela vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. » Mais Vivienne était partie maintenant, et sans sa protection, Denis affrontait seul toute la colère de Delphine. Il sortit son téléphone avec des mains tremblantes et appela son avocat, David Chen. David les avait aidés à rédiger leur testament il y a 2 ans. Il était jeune, seulement 36 ans, mais vif et minutieux. Denis l'avait immédiatement apprécié. « Denis, » répondit David dès la 2e sonnerie, sa voix douce. « Je suis tellement désolé pour Vivienne. Je comptais vous appeler demain pour en discuter. Delphine vient de me dire que j'ai 30 jours pour quitter la maison, » dit Denis d'un ton plat. Elle dit qu'elle va contester le testament. Il y eut une longue pause. Elle a dit cela à l'enterrement, au cimetière, littéralement debout près de la tombe de Vivienne. Mon Dieu, murmura David. D'accord, d'accord. Tout d'abord, respirez. Deuxièmement, ne paniquez pas. Le testament de Vivienne est inattaquable. Je l'ai rédigé moi-même.
Tout vous revient. La maison, les actifs restants de son fonds de placement, ses comptes de retraite, tout. Elle a été très claire sur ses volontés. Delphine dit qu'elle prétendra à l'influence indue, que Vivienne n'avait pas tous ses esprits à cause du cancer. Vivienne a été diagnostiquée il y a 2 ans et était parfaitement lucide lorsque nous avons rédigé le testament. Nous avons une documentation médicale de sa capacité mentale. Nous avons même fait une déclaration de son médecin confirmant qu'elle comprenait la décision qu'elle prenait. Delphine peut contester autant qu'elle veut, mais elle ne gagnera pas. Denis ressentit un tout petit soulagement. Elle a aussi dit que la maison était la propriété de Vivienne et que je n'y avais aucun droit. La maison fait maintenant partie de la succession de Vivienne, qui vous revient en tant qu'unique bénéficiaire. Une fois la succession liquidée, l'acte sera transféré à votre nom. Delphine n'y a aucun droit. Combien de temps prend la liquidation de la succession en Caroline du Nord? Typiquement 4 à 6 mois s'il n'y a pas de complications. Si Delphine décide de contester, cela pourrait prendre plus de temps, peut-être 1 an. Mais Denis, je dois être honnête avec vous. Elle ne va pas gagner. Le testament est solide. Je l'ai conçu spécifiquement pour être inattaquable parce que, eh bien, Vivienne m'avait prévenu concernant sa mère. Denis faillit rire malgré tout. Bien sûr, Vivienne avait prévenu David au sujet de Delphine. Vivienne savait exactement de quoi sa mère était capable. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda Denis. « Vous rentrez chez vous, » dit David fermement. « Vous ne déménagez pas. Vous ne laissez pas Delphine vous intimider pour que vous quittiez votre propriété. Cette maison est légalement la vôtre, même s'il faut quelques mois pour que la paperasse le reflète. Si elle vous envoie des avis formels, transférez-les-moi immédiatement. Et Denis, ne discutez pas avec elle. N'argumentez pas. N'essayez pas de la raisonner. Renvoyez tout simplement à moi. D'accord, dit Denis. Merci, David. Je vous appellerai demain pour planifier un moment pour tout passer en détail. Pour l'instant, passez juste cette journée. Et encore une fois, je suis tellement désolée pour Vivienne. Après avoir raccroché, Denis resta près de la tombe quelques minutes de plus. Les employés du cimetière rôdaient à une distance respectueuse, attendant de finir de combler la tombe. Denis savait qu'il devrait partir, mais il n'arrivait pas à faire bouger ses pieds. « Je ne vais nulle part, » dit-il doucement à la tombe de Vivienne. « Elle veut que je parte, mais je reste. C'était notre maison. Ce sont nos souvenirs. Je ne la laisserai pas nous les prendre. » Le vent se leva à nouveau, plus froid maintenant. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Denis tourna les talons et se dirigea vers le parking, l'esprit en ébullition. Il ne se rendit pas à la réception de Delphine. Au lieu de cela, il rentra chez lui, à la maison d'Ashford Park, la maison où lui et Vivienne avaient bâti leur vie ensemble, où ils avaient peint les murs et planté le jardin, et s'étaient disputés sur la couleur de la chambre d'amis, où Vivienne avait reçu son diagnostic et où ils avaient passé ces dernières semaines à faire compter chaque instant. La maison était sombre à l'arrivée de Denis. Il était parti ce matin-là avant l'aube pour se rendre à la maison funéraire. L'après-midi de novembre s'assombrissait déjà en soirée. Il se gara dans l'allée et resta assis dans sa voiture un long moment, regardant la maison de style artisanat avec son large porche et les fauteuils à bascule où lui et Vivienne s'asseyaient les soirs d'été. À l'intérieur, tout était exactement comme il l'avait laissé. Les lunettes de lecture de Vivienne étaient toujours sur la table basse à côté de son livre de club de lecture qu'elle n'avait jamais eu le temps de finir. Sa tasse de café était dans l'évier de la cuisine. Ses pantoufles étaient près de la porte de la chambre. Denis s'effondra sur le canapé et se laissa enfin complètement aller. Il pleura jusqu'à ne plus pouvoir respirer, jusqu'à ce que sa tête martèle et que sa gorge soit à vif. Il pleura pour Vivienne, pour le futur qu'il n'aurait jamais, pour les enfants dont ils avaient parlé mais qu'ils n'avaient jamais pu avoir. Pour leur 50e anniversaire de mariage dont ils plaisantaient. Et quelque part sous la douleur, sous la perte écrasante, il y avait de la colère. De la colère contre Delphine pour sa cruauté. De la colère contre son timing. De la colère contre son arrogante supposition qu'elle pourrait simplement lui enlever tout ce que Vivienne avait construit. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Delphine pensait pouvoir intimider Denis pour qu'il se soumette, car elle l'avait toujours considéré comme faible, comme inférieur, comme quelqu'un en dessous de la condition de sa fille.
Elle pensait que son chagrin et son modeste revenu le rendaient impuissant. Mais Delphine avait fait une erreur critique. Elle avait sous-estimé à quel point Vivienne s'était préparée pour exactement ce scénario. Denis se leva et se rendit dans le bureau qu'ils avaient aménagé dans la chambre d'amis. Il ouvrit le classeur où il gardait les documents importants et en sortit une chemise cartonnée étiquetée « Planification successorale ». À l'intérieur se trouvaient des copies de leurs testaments, directives anticipées, procurations et actes de propriété. Il trouva ce qu'il cherchait, une copie de l'acte de propriété de la maison. Il l'avait regardé quelques fois au fil des années, mais ne l'avait jamais vraiment étudié attentivement. Maintenant, il lut chaque mot. La propriété avait été achetée par Vivienne Elisabeth de Morville le 15 mars 2018 pour 385 000 $. L'acte indiquait Vivienne comme seule propriétaire. Tout était exactement comme Delphine l'avait décrit. La maison avait été la propriété de Vivienne, achetée avec son argent avant leur mariage. Mais ensuite, Denis remarqua quelque chose. Dans le coin inférieur de l'acte se trouvait une annotation datée du 8 janvier 2023, il y a moins de 2 ans. Elle faisait référence à une modification d'acte déposée au bureau des hypothèques du comté de Mecklembourg. Le cœur de Denis commença à battre plus vite. Il fouilla dans la chemise jusqu'à trouver un autre document. Celui-ci plus récent. C'était effectivement une modification d'acte signée par Vivienne et notariée. Alors qu'il lisait le document, Denis sentit de nouveau les larmes lui monter aux yeux. Mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin ou de colère. C'étaient des larmes de gratitude, car Vivienne, dans sa sagesse et son amour infini, avait tout pris en charge. La modification d'acte, exécutée le 8 janvier 2023, seulement 3 mois après son diagnostic, avait changé la structure de propriété de la maison. Elle n'était plus au seul nom de Vivienne. La propriété était maintenant détenue en leurs deux noms en tant que « tenancy by the entirety », une forme spéciale de copropriété disponible uniquement pour les couples mariés en Caroline du Nord. Et surtout, elle incluait des droits de survie. Denis savait ce que cela signifiait. Il avait étudié le droit de la propriété lorsqu'il faisait leur planification successorale. La « tenancy by the entirety » signifiait qu'au décès de Vivienne, la propriété était automatiquement transférée à Denis. Elle ne passait pas par la liquidation de la succession. Elle ne faisait pas partie de la succession de Vivienne. Elle devenait simplement la sienne immédiatement, et irrévocablement. Delphine pouvait contester le testament autant qu'elle le voulait. Elle pouvait engager des avocats coûteux et traîner les choses en justice, mais rien de tout cela n'importait en ce qui concernait la maison, car la maison ne faisait pas partie de la succession de Vivienne. Elle était déjà la propriété de Denis. Elle l'était devenue au moment même de la mort de Vivienne. Denis s'affaissa dans le fauteuil du bureau, tenant la modification d'acte avec des mains tremblantes. Vivienne avait fait cela. Vivienne avait su que Delphine essaierait quelque chose comme ça. Elle connaissait suffisamment sa mère pour prédire exactement ce qui arriverait, et elle avait protégé Denis de la manière qui importait le plus. Elle avait fait en sorte qu'ils ne perdent jamais leur maison. Au bas de la modification d'acte, Vivienne avait écrit une note de sa main soignée. Pour Denis, cette maison est la nôtre, et elle le sera toujours. Tout mon amour, V. Denis traça les mots du doigt, de nouvelles larmes coulant sur son visage. Même dans la mort, Vivienne prenait soin de lui. Même en sachant ce qui allait arriver, elle avait anticipé et veillé à ce qu'il soit en sécurité. Demain, Delphine enverrait probablement son avis d'expulsion formelle. Elle serait probablement suffisante, confiante que sa richesse et ses avocats écraseraient facilement Denis. Mais ce qui se passerait ensuite la choquerait, car lorsque Delphine tenterait de revendiquer la maison comme faisant partie de la succession de Vivienne, elle allait apprendre qu'elle n'en faisait pas partie du tout. L'acte était déjà au nom de Denis. La propriété lui appartenait déjà. Et il n'y avait absolument rien que Delphine puisse y faire. Denis rangea soigneusement les documents dans le classeur. Il appellerait David demain pour s'assurer que tout était correctement documenté et déposé. Mais pour cette nuit, il avait juste besoin d'intégrer cette connaissance. Vivienne l'avait aimé. Vivienne l'avait protégé. Et Vivienne s'était assurée, sans aucun doute possible, que sa mère ne pourrait pas lui prendre la maison qu'ils avaient construite ensemble. « Merci », murmura Denis dans le bureau vide. « Merci, Vivienne. Je t'aime tellement. » Dehors,
La pluie de novembre tombait régulièrement. À l'intérieur, Denis était assis dans la maison qui était irrévocablement, légalement et définitivement la sienne, et commençait à comprendre que parfois, la meilleure protection contre la cruauté était simplement la préparation. Delphine voulait une guerre, mais elle avait déjà perdu, et elle ne le savait même pas encore. L'avis d'expulsion formel arriva par coursier le lendemain matin à 9h30. Denis était assis à la table de la cuisine à boire un café qu'il ne goûtait pas et à fixer le vide lorsque la sonnette retentit. Il signa l'épaisse enveloppe avec des doigts engourdis et la rapporta à l'intérieur. La lettre était imprimée sur du papier à en-tête crème coûteux avec l'en-tête « Groupe juridique de Morville et associés ». Denis faillit rire. Bien sûr, Delphine avait son propre cabinet d'avocat à ses ordres. La lettre était signée par un associé principal nommé Henri de Morville. Le cousin du mari défunt de Delphine, réalisa Denis. Même ses avocats étaient des membres de la famille. La lettre déclarait en termes juridiques formels que Denis Erickson occupait une propriété appartenant à la succession de Vivienne Elisabeth de Morville-Erickson et devait la quitter sous 30 jours. Le non-respect entraînerait une procédure d'expulsion formelle. Elle était datée du jour des funérailles de Vivienne, ce qui signifiait que Delphine avait demandé à son avocat de la rédiger avant même que Vivienne ne soit enterrée. Denis mit la lettre de côté et appela David Chen. « J'ai reçu l'avis d'expulsion », dit Denis lorsque David répondit. « Transmettez-le-moi. »« Je répondrai aujourd'hui », dit David d'une voix calme et confiante. « Avez-vous regardé la modification d'acte que Vivienne a déposée ? » Je l'ai trouvée hier soir. La propriété est à nos deux noms en tant que tenancier by the entirety. Exactement. Ce qui signifie que l'avis d'expulsion de Delphine est juridiquement sans valeur. Vous ne pouvez pas être expulsé d'une propriété que vous possédez. Je vais envoyer une réponse à son avocat expliquant que la maison vous a été transférée automatiquement au décès de Vivienne et ne fait pas partie de sa succession. Comment pensez-vous qu'elle réagira ? Mal, dit David franchement. Mais ce n'est pas votre problème. Laissez-moi gérer le côté juridique. Vous, concentrez-vous simplement sur prendre soin de vous. Après avoir raccroché, Denis essaya de passer sa journée. Il avait pris un congé de deuil de l'école pour 2 semaines, que le principal lui avait accordé sans hésitation. Ses collègues avaient été solidaires. Ses élèves avaient envoyé des cartes. L'enseignement avait toujours été la vocation de Denis. Il l'aimait, malgré le modeste salaire que Delphine trouvait si méprisable. Mais pour l'instant, il ne pouvait imaginer se tenir devant une classe et prétendre que tout allait bien. Son téléphone vibra avec un SMS de sa mère. « Comment tu tiens le coup, mon chéri ? Ton père et moi sommes inquiets pour toi. » Denis répondit « Ça va. Delphine a envoyé un avis d'expulsion. Mon avocat s'en occupe. » La réponse arriva immédiatement. Cette femme est incroyable. Que pouvons-nous faire ? Rien pour l'instant. Juste savoir que vous êtes la Med. Sa mère envoya un emoji cœur, ce qui fit sourire Denis malgré tout. Ses parents n'avaient jamais eu beaucoup d'argent, mais ils lui avaient donné quelque chose que la richesse de Delphine ne pourrait jamais acheter. Un amour et un soutien inconditionnel. Le reste de la journée s'écoula dans un brouillard de chagrin et d'épuisement. Denis essaya de manger mais n'y parvint pas. Il essaya de dormir mais resta éveillé, fixant le plafond. Chaque recoin de la maison gardait le souvenir de Vivienne, son rire résonnant depuis la cuisine, sa voix l'appelant en haut des escaliers. La façon dont elle s'installait sur le canapé, les pieds repliés sous elle, lisant des revues de soins infirmiers et des thrillers médicaux avec un égal enthousiasme. Le lendemain matin, David rappela. « J'ai envoyé la réponse à l'avocat de Delphine. J'ai inclus une copie de la modification d'acte et une lettre expliquant la situation juridique. J'ai été très clair sur le fait que toute tentative de revendiquer la propriété comme faisant partie de la succession de Vivienne échouerait et que des harcèlements persistants pourraient entraîner une contre-poursuite. » Qu'ont-ils dit ? Je n'ai pas encore eu de retour, mais Denis, je dois vous préparer à quelque chose. Delphine n'acceptera pas cela tranquillement. Quand elle réalisera qu'elle ne peut pas prendre la maison via la succession, elle pourrait essayer d'autres tactiques. Comme quoi ? Prétendre que vous avez forcé Vivienne à changer l'acte, argumenter qu'elle n'était pas mentalement compétente lorsqu'elle a signé la modification, essayer de prouver une fraude ou une influence indue. Rien de tout cela ne fonctionnera,
mais cela pourrait prolonger les choses. Denis sentit un mal de tête grandir derrière ses yeux. Combien de temps cela pourrait-il durer? Cela dépend de sa volonté d'être vindicative. Cela pourrait être quelques mois, un an ou plus si elle insiste vraiment. Mais Denis, elle va perdre. La modification d'acte est légale, correctement exécutée et notariée. Vivienne a été examinée par son oncologue la même semaine, et ses notes confirment qu'elle était pleinement compétente. Nous avons tout documenté. Vivienne a pensé à tout, dit doucement Denis. Elle l'a fait, acquiesça David. Elle m'a spécifiquement dit qu'elle voulait s'assurer que vous seriez protégé si quelque chose lui arrivait. Elle a dit que sa mère essaierait de tout prendre et qu'elle voulait rendre cela impossible. Les yeux de Denis brûlèrent de nouvelles larmes. Même face à sa propre mortalité, Vivienne avait pensé à lui, l'avait protégé, s'était assurée qu'il aurait un foyer et une sécurité après son départ. Merci, David, pour tout. Je fais juste mon travail. Vivienne était une bonne personne, et vous avez été bon pour elle. C'est ce qui compte. Cet après-midi-là, le téléphone de Denis sonna avec un numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à décrocher. Denis, c'est Julien, le frère cadet de Vivienne. Denis ne lui avait pas parlé depuis les funérailles. Julien avait 30 ans, travaillait dans l'immobilier commercial à Atlanta, et avait toujours été poli avec Denis, sans être particulièrement chaleureux. L'influence de Delphine était forte sur ses enfants, mais Julien avait toujours été moins ouvertement hostile que sa mère. « Salut Julien », dit Denis avec prudence. « Écoute, j'ai entendu ce que maman essaie de faire, l'avis d'expulsion et tout, » dit Julien, semblant mal à l'aise. « Je voulais juste dire que je trouve ça dégueulasse. Vivienne t'aimait. Elle aurait détesté ça. » Denis ressentit un élan de gratitude. « Merci de dire ça. J'ai essayé de parler à maman, mais elle n'écoute pas. Elle est convaincue que tu es une sorte de coureur de dot qui a manipulé Vivienne. C'est dingue. Votre mère ne m'a jamais aimé. Je sais, et je suis désolée. Vivienne et moi en parlions parfois. Elle savait que maman était dure avec toi. » Julien marqua une pause. « Écoute, je ne peux pas m'opposer ouvertement à maman. Elle contrôle le fonds de placement familial et mon héritage. Mais en privé, je veux que tu saches que je pense qu'elle a tort. Et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider sans me mettre dans sa ligne de mire, dis-le-moi. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. J'apprécie, Julien. Vraiment. » Après avoir raccroché, Denis se sentit un peu moins seul. Au moins quelqu'un dans la famille de Vivienne reconnaissait l'injustice des actions de Delphine. Les jours suivants s'écoulèrent dans un étrange entre-deux. Denis rangea les affaires de Vivienne lentement, pleurant devant des photographies et de vieilles cartes d'anniversaire. Il trouva un journal qu'elle avait tenu pendant sa maladie, et lire ces mots fut comme entendre à nouveau sa voix. Une entrée de janvier 2023, juste après qu'elle eut déposé la modification d'acte, retint son attention. « Je suis allée au bureau de David aujourd'hui et j'ai changé l'acte de la maison. Denis ne le sait pas encore. Je lui dirai quand le moment sera venu. Je ne veux pas qu'il pense que je ne lui fais pas confiance ou que je prévois le pire. Mais je connais ma mère. À la seconde où je ne serai plus là, elle essaiera de tout lui prendre. Elle n'a jamais cru qu'il m'aimait pour moi. Et elle utilisera ma mort comme excuse pour le punir de ne pas avoir été le gendre qu'elle voulait. Alors, je m'assure qu'elle ne puisse pas toucher à notre maison. Cette maison est à Denis. C'est sa sécurité, son sanctuaire, son avenir. Maman ne peut pas l'avoir. Je ne la laisserai pas lui enlever la seule chose stable dans sa vie après mon départ. » Denis pressa le journal contre sa poitrine et pleura. Vivienne avait su. Elle avait exactement compris ce qui arriverait et l'avait protégée. Le 5e jour après les funérailles, David appela à nouveau. « L'avocat de Delphine a répondu à ma lettre. Et elle ne recule pas. Elle prétend que Vivienne était sous pression lorsqu'elle a signé la modification d'acte, que vous l'avez manipulée pendant une période vulnérable, et que le document devrait être annulé. C'est ridicule. Vivienne prenait ses propres décisions. Je sais, et nous pouvons le prouver. J'ai déjà contacté le docteur Patel, l'oncologue de Vivienne. Il est prêt à témoigner que Vivienne était pleinement compétente en janvier 2023 et qu'il n'y avait aucun signe de déficience cognitive.
J'ai aussi récupéré les archives du notaire. La modification a été témoignée par 2 parties indépendantes à mon bureau, qui n'avaient aucun lien avec vous. Ce dossier n'a aucun fondement. Alors, que se passe-t-il maintenant? L'avocat de Delphine dépose un recours formel contre la modification d'acte. Cela passera devant un juge probablement dans les prochains mois. Nous présenterons nos preuves. Elles présenteront les leurs, qui ne seront que des spéculations et des attaques ad hominem, et le juge statuera en notre faveur. Combien cela va-t-il coûter? Demanda Denis. C'était une question qu'il redoutait. Son salaire d'enseignant ne lui permettait pas de payer de longues batailles juridiques coûteuses. Ne vous inquiétez pas de mes honoraires pour l'instant. Nous arrangerons quelque chose après que ce sera réglé. Vivienne avait mis en place un compte de provision pour exactement ce genre de situation. Elle savait que vous auriez besoin d'une protection juridique. Bien sûr, elle l'avait fait. Vivienne avait pensé à tout. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, car la fin de cette histoire vous époustouflera. Et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous pensez que Denis devrait faire ensuite. Les semaines passèrent lentement. Thanksgiving arriva et repartit. Denis le passa seul, incapable de faire face aux fêtes sans Vivienne. Ses parents l'invitèrent à Charleston, mais il ne put se résoudre à quitter la maison. Les décorations de Noël apparurent chez les voisins, mais Denis ne pouvait imaginer célébrer quoi que ce soit. Delphine, quant à elle, intensifia sa campagne. Elle commença à appeler l'école de Denis, prétendant qu'il était mentalement instable et ne devrait pas être près des enfants. Le principal appela Denis personnellement pour l'assurer que les accusations étaient infondées et que son travail était assuré. « Nous savons que vous êtes en deuil », dit le principal Hernandez avec gentillesse. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Votre poste sera ici quand vous serez prêt. » Delphine commença aussi à répandre des rumeurs dans le cercle social de Vivienne. Elle dit aux amis de Vivienne que Denis l'avait isolée de sa famille, qu'il contrôlait leurs finances, qu'il l'avait forcée à changer l'acte alors qu'elle était malade et vulnérable. Certains des amis de Vivienne la crurent. D'autres contactèrent Denis pour lui dire qu'ils connaissaient la vérité. Une des amies les plus proches de Vivienne, une infirmière nommée Jeanne, appela Denis début décembre. « Je veux juste que tu saches que certains d'entre nous ne croient pas aux histoires de Delphine, » dit Jeanne franchement. « Vivienne m'a parlé du changement d'acte. Elle a dit qu'elle te protégeait de sa mère. Elle savait que Delphine ferait quelque chose comme ça. »« Elle t'a dit pourquoi elle l'a fait ?» demanda Denis. Elle a dit « Ma mère pense que Denis m'a épousée pour l'argent. » Ce qui est insensé parce que Denis se moque bien de l'argent. Mais quand je ne serai plus là, elle essaiera de tout lui prendre par dépit. Je m'assure que cela n'arrive pas. La maison est à lui. Il a besoin de sécurité et je vais m'assurer qu'il l'ait. Ce furent ses mots exacts. Denis sentit sa gorge se serrer. Merci de me dire cela. Vivienne t'aimait tellement, dit Jeanne doucement. Ne laisse pas Delphine te faire douter de cela. La date du procès fut fixée à la mi-janvier, presque 2 mois après la mort de Vivienne. David se prépara méticuleusement, rassemblant les dossiers médicaux, les déclarations de notaire, les témoignages, les documents financiers. Il construisit un dossier en béton montrant que Vivienne avait été pleinement compétente, qu'elle avait agi de son plein gré, et qu'elle avait explicitement voulu protéger Denis de sa mère. Delphine, quant à elle, engagea des avocats supplémentaires, une équipe de 3 d'un cabinet prestigieux de Charlotte. Ils déposèrent motion sur motion, chacune plus ridicule que la précédente. Ils demandèrent les relevés financiers de Denis sur 10 ans. Ils assignèrent les dossiers médicaux de Vivienne et les notes de son thérapeute. Ils tentèrent même de prétendre que Denis avait lavé le cerveau de Vivienne en utilisant des techniques de manipulation psychologique. Ils lancent tout ce qu'ils peuvent pour voir ce qui accroche, expliqua David. C'est une tactique courante quand on n'a pas de vrai dossier. Ils espèrent nous submerger ou trouver une minuscule incohérence à exploiter. Est-ce que cela va marcher? Non. Parce que nous avons la vérité de notre côté. Et la vérité est très simple. Vivienne possédait la maison. Vivienne vous a ajouté à l'acte. Vivienne était légalement compétente lorsqu'elle l'a fait. Et la modification d'acte a été correctement exécutée. Tout le reste n'est que du bruit. Mais le bruit était épuisant. Denis dormait à peine. Il avait perdu 7 kilos.
Il ressemblait à son propre fantôme. Sa mère le supplia de venir à Charleston un temps, mais il refusa de quitter la maison. Cela aurait ressemblé à une reddition. Début janvier, Denny reçut une lettre de Delphine directement, non par le biais de ses avocats, mais envoyée à son domicile. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes. La lettre était manuscrite sur le papier à lettres personnelles de Delphine. « Denny, cela a assez duré. Je suis prête à vous faire une offre de règlement. Je vais abandonner tous les recours contre l'acte si vous acceptez de vendre la maison et de partager le produit avec moi, 60-40. Vous repartirez avec plus de 200 000 $, ce qui est bien plus que ce que vous avez apporté à la vie de Vivienne. C'est une offre généreuse, plus que vous ne méritez. Si vous refusez, je continuerai à me battre. J'ai des ressources et du temps illimité. Je vais traîner cela dans les tribunaux pendant des années. Je vais vous rendre la vie infernale. Je vais détruire votre réputation. Quand j'aurai fini, tout le monde saura quel parasite vous êtes vraiment. Le choix vous appartient. Delphine de Morville. Denny lut la lettre 2 fois, ses mains tremblant de colère. C'était la dernière carte de Delphine. La menace. Elle savait qu'elle perdait la bataille juridique. Alors maintenant, elle essayait l'intimidation. Il prit une photo de la lettre et l'envoya par SMS à David. David rappela dans les 5 minutes. Ne répondez pas. N'engagez pas le dialogue. Transmettez-moi la lettre originale. Elle me menace. Je sais. Ce qui est incroyablement stupide de sa part. Cette lettre prouve ses motivations. Elle montre la malveillance et le harcèlement. Elle aide en fait notre cause. Elle pense vraiment que je vais accepter son règlement. Elle pense pouvoir vous intimider pour que vous cédiez. Elle a l'habitude que les gens s'inclinent quand elle lance l'argent et les menaces. Mais Denny, vous n'avez pas à céder. Vous êtes dans votre droit. La loi est de votre côté. Je ne prends pas son argent, dit Denny fermement. Cette maison est à moi. Vivienne voulait que je l'aie. Je ne la vends pas, et je ne lui donnerai certainement pas un seul dollar. Bien, dit David, parce que c'est exactement ce que Vivienne voudrait que vous disiez. La nuit avant l'audience au tribunal, Denny ne dormit pas du tout. Il était allongé dans son lit à fixer le plafond, pensant à tout ce qui avait mené à ce moment. Le diagnostic de Vivienne, les 8 mois de combat, les petites victoires et les revers dévastateurs, les dernières semaines où ils savaient tous deux que la fin approchait, la mort de Vivienne dans cette même chambre, dans ce même lit, avec Denny lui tenant la main et chuchotant qu'il l'aimait, puis la cruauté de Delphine aux funérailles, l'avis d'expulsion, la bataille juridique, les menaces, les rumeurs et le harcèlement incessant. Mais à travers tout cela, l'amour de Vivienne l'avait protégée. La modification d'actes qu'elle avait déposée, la documentation minutieuse, les conversations avec les amis où elle avait expliqué ses intentions, même ses entrées de journal. Vivienne avait construit une forteresse juridique impénétrable autour de Denny, et Delphine ne pouvait la franchir, aussi fort qu'elle essaie. Demain, au tribunal, cette forteresse prouverait sa solidité. Denny se leva à l'aube et mit son meilleur costume, un bleu marine que Vivienne lui avait acheté pour leur 4e anniversaire. Elle avait dit qu'il était beau avec. Il noua sa cravate avec une précision soigneuse, comme Vivienne le lui avait appris. Il se regarda dans le miroir et reconnut à peine l'homme qui le fixait. Il avait vieilli de 10 ans en 2 mois, mais ses yeux étaient clairs. Sa mâchoire était ferme. Il était prêt. David vint le chercher à 8h30. Ils se rendirent au palais de justice du comté de Mecklembourg dans le centre de Charlotte, un bâtiment moderne de verre et d'acier. Delphine était déjà là à leur arrivée, entourée de son équipe juridique. Elle portait un tailleur Saint John noir et des boucles d'oreilles en diamant. Elle regarda Denny avec un mépris pur. Denny la regarda à son tour avec quelque chose qui le surprit. De la pitié. Parce que Delphine, elle aussi, avait perdu Vivienne. Elle avait perdu sa fille. Et au lieu de faire son deuil, au lieu d'honorer la mémoire de Vivienne, elle avait choisi de faire la guerre à l'homme que Vivienne aimait. Elle avait choisi la cruauté plutôt que la compassion. L'avidité plutôt que la grâce. Ils entrèrent dans la salle d'audience. La juge Rebecca Morrison présidait, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant et à l'attitude sans non-sens. Elle avait examiné toutes les pièces à l'avance. David avait assuré à Denny qu'elle connaissait le dossier sur le bout des doigts.
L'avocat principal de Delphine, un homme aux cheveux argentés nommé Charles, parla en premier. Il dépeignit Denis comme un manipulateur, un prédateur qui avait ciblé une jeune femme vulnérable et argentée. Il prétendit que la modification d'acte avait été exécutée sous la contrainte, que Vivienne était confuse à cause de ses médicaments, que Denis l'avait isolée de sa famille et contrôlait ses décisions. C'était une histoire convaincante. C'était aussi une pure fiction. Puis David se leva. Il était plus jeune que Charles, moins poli, moins cher, mais lorsqu'il parlait, ses mots portaient le poids de la vérité. « Votre honneur, cette affaire est très simple », commença David. Vivienne de Morville-Erickson était une adulte compétente qui a apporté une modification légale à son acte de propriété. Elle l'a fait en étant saine d'esprit. La modification a été déposée en janvier 2023, seulement 3 mois après son diagnostic, alors qu'elle travaillait encore à temps plein comme infirmière et ne montrait aucun signe de déclin cognitif. Son oncologue témoignera qu'elle était pleinement capable de prendre des décisions légales à ce moment-là. David présenta les dossiers médicaux, la déclaration du docteur Patel, les témoins du notaire, les entrées du journal où Vivienne expliquait son raisonnement, les messages textes à des amis où Vivienne déclarait explicitement qu'elle protégeait Denis de sa mère. Madame de Morville ne conteste pas cette modification d'acte parce qu'elle croit à une fraude, poursuivit David. Elle la conteste parce qu'elle désapprouve le choix de mari de sa fille. Elle utilise le système judiciaire pour punir M. Erickson de ne pas être assez riche, pas assez prestigieux, de ne pas être le gendre qu'elle voulait. Mais sa désapprobation n'invalide pas le droit légal de Vivienne de faire ce qu'elle voulait de sa propre propriété. L'avocat de Delphine s'objecta, parlant d'accusations incendiaires. La juge Morrison rejeta l'objection. David appela le docteur Patel à la barre. L'oncologue avait une 50aine d'années, était indo-américain, avec des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. Il témoigna que Vivienne avait été sa patiente pendant 8 mois. Qu'elle avait été vive et lucide jusqu'à ces dernières semaines, et qu'en janvier 2023, elle ne montrait absolument aucun signe de déficience cognitive ou de confusion. « Avez-vous discuté de la modification d'acte avec Madame Erickson ?» demanda David. « Oui. Elle en a parlé lors d'un rendez-vous. Elle a dit qu'elle voulait s'assurer que son mari serait pris en charge si quelque chose lui arrivait. Elle a été très claire sur ses intentions. Elle a dit, et je m'en souviens spécifiquement, « Ma mère va essayer de tout prendre à Denis quand je ne serai plus là, et je ne laisserai pas cela arriver. » Le visage de Delphine s'assombrit de rage. Elle chuchota avec urgence à ses avocats. David appela le notaire qui avait témoigné la modification d'acte. Elle témoigna que Vivienne avait été alerte, confiante, et avait signé tous les documents sans hésitation. Elle était très claire sur ce qu'elle faisait, dit le notaire. Il n'y avait aucune confusion, aucune pression, aucun signe de détresse. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Enfin, David appela Jeanne, l'amie infirmière de Vivienne. Jeanne témoigna des conversations où Vivienne avait explicitement discuté de sa planification successorale. Vivienne m'a dit qu'elle protégeait Denis, dit Jeanne fermement. Elle a dit que sa mère n'avait jamais accepté leur mariage et qu'elle essaierait de détruire Denis après sa mort. Elle a dit que mettre la maison à leurs 2 noms était la seule façon de s'assurer qu'il aurait une sécurité. Elle protégeait l'homme qu'elle aimait de sa mère vindicative. Objection, cria Charles. Spéculation et oui-dire. Ce n'est pas un oui-dire quand il s'agit d'une déclaration sur les intentions de la défunte, dit calmement la juge Morrison. Objection rejetée. Continuez. Lorsque tous les témoignages furent terminés, la juge Morrison appela une suspension de 30 minutes. Denis s'assit dans le couloir avec David, le cœur battant. « Comment pensez-vous que cela s'est passé ?» demanda Denis. « Je pense que nous avons démoli leur dossier, » dit David avec confiance. Ils n'avaient que des spéculations et des attaques personnelles. Nous avions des preuves, des dossiers médicaux, des témoignages, les propres mots de Vivienne. Ce n'est même pas proche. Quand ils retournèrent dans la salle d'audience, l'expression de la juge Morrison était sévère. J'ai examiné toutes les preuves présentées aujourd'hui, commença-t-elle, et je suis prête à statuer. Denis retint son souffle. La modification d'acte exécutée par Vivienne de Morville-Erickson le 8 janvier 2023 est légale, appropriée et valide. Les preuves montrent de manière écrasante que Madame Erickson était pleinement compétente lorsqu'elle a signé le document,
qu'elle a agi de son plein gré, et qu'elle comprenait les implications de sa décision. Il n'y a aucune preuve de coercition, d'influence indue ou de fraude. L'avocat de Delphine commença à protester, mais la juge Morrison leva la main. De plus, poursuivit la juge, sa voix se durcissant, je trouve les actions de Madame de Morville dans cette affaire inconciables. Elle a instrumentalisé le système judiciaire pour harceler son gendre pendant son deuil. Elle a fait des accusations infondées, répandu des rumeurs malveillantes, et tenté de priver M. Erickson de la maison que sa femme voulait qu'il ait. Ce tribunal n'autorisera pas un tel comportement. La juge Morrison regarda directement Delphine. La modification d'acte tient. La propriété appartient à Denny Erickson. Madame de Morville, il vous est ordonné de cesser tout harcèlement et toute tentative de revendiquer cette propriété. Si vous persistez dans ce comportement, vous ferez face à des sanctions. Le marteau tomba avec un craquement décisif. Ils avaient gagné. La salle d'audience éclata dans un chaos contrôlé. Delphine se leva brusquement, le visage empourpré de fureur. Ses avocats l'entourèrent immédiatement, parlant par chuchotements urgents. De l'autre côté de l'allée, David serra la main de Denny avec un large sourire. « Félicitations. C'est terminé. » Denny se sentit engourdi. Il avait gagné. La maison était légalement, irrévocablement sienne. Delphine ne pouvait y toucher. Mais la victoire semblait creuse, car Vivienne n'était toujours pas là pour la partager avec lui. Elle lui avait offert ce cadeau, cette protection, cette sécurité, et il ne pouvait même pas la remercier. Monsieur Erickson, la voix de la juge Morrison coupa le bruit. Denny leva les yeux et la vit le regarder avec une gentillesse inattendue. « Je suis vraiment désolé pour votre perte. Votre femme vous aimait visiblement très fort. »« Merci, votre honneur », parvint à dire Denny, la voix chargée d'émotion. Delphine sortit de la salle d'audissement dans un tourbillon, sans un regard en arrière, son équipe juridique sur ses talons. Denny la regarda partir, s'attendant à ressentir triomphe ou satisfaction. Au lieu de cela, il se sentit juste fatigué. Devant le palais de justice, David raccompagna Denny à sa voiture. L'après-midi de janvier était froid et gris, correspondant à l'humeur de Denny. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Denny. « Maintenant, vous rentrez chez vous, » dit David. « La propriété est vôtre, libre et claire. Je m'occuperai des dernières formalités pour que tout soit correctement enregistré. » Delphine ne peut pas faire appel de la décision de la juge Morrison. Il n'y a aucun fondement légal. C'est fini. Elle va encore plus me haïr maintenant. Probablement, mais ce n'est plus votre problème. Vous n'avez plus jamais à avoir affaire à elle si vous ne le voulez pas. Denny rentra chez lui dans un état second. La maison était exactement comme lorsqu'il l'avait quittée ce matin-là. Mais d'une certaine manière, elle semblait différente. Plus légère peut-être. Ou peut-être était-ce juste Denny lui-même, sentant le poids de l'incertitude enfin se soulever de ses épaules. Il appela ses parents pour leur annoncer la nouvelle. Sa mère pleura de soulagement. Son père dit d'un ton bourru, « C'est mon garçon. Vivienne serait fière. » Julien envoya un SMS de félicitations et ajouta, « Maman est furieuse, mais elle s'en remettra. Tu as fait ce qu'il fallait. » Ce soir-là, Denny s'assit dans le salon où lui et Vivienne avaient passé d'innombrables soirées ensemble. Il sortit à nouveau son journal et lut d'autres entrées. Une de février 2023, un mois après qu'elle eut déposé la modification d'acte, le fit sourire à travers ses larmes. Denny a découvert le changement d'acte aujourd'hui. Je lui ai enfin dit. Il s'est fâché, non parce que je l'ai fait, mais parce qu'il détestait que je doive le protéger de ma propre mère. Il a dit, « Je ne veux pas que tu t'inquiètes de ces choses. Tu devrais te concentrer sur ton rétablissement, pas sur des documents juridiques. » Doux, naïf Denny. Comme si je pouvais arrêter de m'inquiéter pour son avenir. Comme si je pouvais quitter ce monde sans m'assurer qu'il sera pris en charge. Il ne comprend pas que le protéger me donne la paix. C'est l'une des rares choses que je peux encore contrôler. Denny ferma le journal et le pressa contre sa poitrine. Vivienne le connaissait si bien. Elle savait qu'il résisterait à être protégé, qu'il voudrait gérer les choses par lui-même, qu'accepter de l'aide le mettrait mal à l'aise. Mais elle l'avait protégé quand même, parce que c'était cela, l'amour.
prendre soin de quelqu'un même quand il insiste pour dire qu'il n'en a pas besoin. Les jours suivants furent étonnamment calmes. Denis s'attendait à ce que Delphine riposte d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y eut que le silence. Il retourna travailler fin janvier, 2 mois et demi après la mort de Vivienne. Ses élèves l'accueillirent avec des cartes faites à la main et des condoléances maladroites mais sincères. Enseigner était difficile, plus dur qu'il ne l'avait imaginé. Chaque jour était comme marcher dans le brouillard, mais c'était aussi salvateur. Ses élèves avaient besoin de lui, et avoir un but au-delà de son chagrin l'aidait. En février, Denis reçut une visite inattendue. Il rentra de l'école un après-midi pour trouver la voiture de Julien dans son allée. Le frère de Vivienne était assis sur le porche, semblant mal à l'aise. Julien approcha Denis avec prudence. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « On peut parler ?» demanda Julien. « Juste quelques minutes. » Denis déverrouilla la porte et fit entrer Julien. Ils s'assirent dans le salon, la même pièce où Vivienne avait reçu son diagnostic, où elle avait passé ses dernières semaines sur le canapé à regarder de vieux films et à prétendre qu'elle ne mourrait pas. « Je voulais m'excuser, » dit Julien sans préambule. « Pour maman, pour tout ce qu'elle t'a fait subir, pour ne pas m'être opposé à elle plus tôt. Tu n'as pas à t'excuser pour les actions de ta mère. » « Si, je dois, parce que je les ai permises en restant silencieux. » Julien regarda autour de la pièce, ses yeux s'arrêtant sur une photo encadrée de Vivienne sur la cheminée. Vivienne était ma grande sœur. Elle me protégeait toujours quand nous étions enfants. Maman pouvait être intense, exigeante. Vivienne en prenait le plus gros pour que je n'aie pas à le faire, et je ne l'en ai jamais vraiment remercié. Elle t'aimait, dit Denis simplement. Je sais, et elle t'aimait, toi. C'était évident pour quiconque y prêtait vraiment attention. Julien passa une main dans ses cheveux, ressemblant plus à Vivienne que Denis ne l'avait jamais remarqué. Ils avaient le même nez, la même façon de pencher la tête quand ils réfléchissaient. Maman s'est convaincue que tu profitais de Vivienne, que tu l'avais épousée pour son argent. Mais j'ai vu comment tu étais avec elle, surtout pendant le cancer. Tu ne l'as jamais quittée. Tu as pris un congé sans solde pour être avec elle à plein temps ces 2 derniers mois. Tu as dormi sur une chaise à côté de son lit d'hôpital. Ce n'est pas ce que fait un coureur de dot. Denis sentit sa gorge se serrer. J'aurais tout fait pour elle. Je sais, et Vivienne le savait. C'est pour ça qu'elle s'est assurée que tu serais pris en charge. Julien sortit une enveloppe de la poche de sa veste. J'ai trouvé ça dans des affaires de Vivienne que maman avait. Je l'ai prise avant que maman ne la voie. Je pense que tu devrais la voir. Denis ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'écriture de Vivienne, adressée à Julien et datée de décembre 2023, quelques semaines seulement avant sa mort. Julien, si tu lis ceci, je ne suis plus là. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. S'il te plaît, occupe-toi de Denis. Pas financièrement. Je m'en suis occupée. Mais émotionnellement, il va être perdu sans moi, et maman va lui rendre la vie infernale. Je sais que tu ne peux pas t'opposer à maman ouvertement, mais s'il te plaît, de toutes les petites manières possibles, sois là pour lui. Rappelle-lui qu'il était un bon mari, que je l'aimais, qu'il a rendu ma vie meilleure. Il va douter de tout cela après mon départ parce que maman va lui remplir la tête de poison. Ne le laisse pas croire à ses mensonges. Denis est l'un des hommes les plus bien que j'ai jamais connus. Il est gentil, intelligent, drôle, et il fait des jeux de mots affreux qui me font toujours rire. Il fait un travail qu'il aime, même si ça ne paie pas beaucoup, parce qu'il veut vraiment aider les enfants. Il ne s'est jamais soucié de mon argent ou de mon nom de famille. Il m'aimait, moi. Vraiment, sincèrement, pour qui j'étais. Quand je mourrai, je serai en paix parce que j'ai pu passer 6 belles années mariée à mon meilleur ami. Tout le monde n'a pas ça. J'ai eu de la chance. Nous avons eu de la chance. S'il te plaît, ne laisse pas maman détruire cela. S'il te plaît, aide Denis à se souvenir des bons moments. Je t'aime, petit frère. Prends soin de toi et prends soin de lui. Vivienne. Denis ne pouvait plus voir les mots à travers ses larmes. Julien pleurait aussi, sans chercher à le cacher. C'était la meilleure personne que je connaissais, dit Julien d'une voix rauque. Et tu l'as rendue heureuse. Je l'ai vue. Nous l'avons tous vue. Même maman, bien qu'elle ne l'admettrait jamais.
Ils restèrent assis en silence un moment. Deux hommes qui avaient tous deux aimé Vivienne. Faisant leur deuil de sa perte de manière différente. Merci de m'avoir apporté ça, dit finalement Denis. Ça signifie plus que tu ne le penses. Il y a autre chose, dit Julien. Maman prévoit de vendre l'entreprise familiale. L'agence d'assurance que papa a construite. Elle en parle depuis des années, mais maintenant elle le fait vraiment. Elle vieillit et ne veut plus la gérer. La vente devrait rapporter environ 3 millions de dollars. Denis ne comprenait pas pourquoi Julien lui disait cela. D'accord. Selon le testament de papa, Vivienne devait hériter d'une partie de la valeur de l'entreprise si elle était vendue, 20%. Maman a évité la vente en partie parce qu'elle ne voulait pas donner cet argent à Vivienne. Elle pensait que Vivienne n'en avait pas besoin puisqu'elle avait son fonds de placement. Mais maintenant que Vivienne n'est plus là, ces 20% reviennent à la succession de Vivienne. Qui me revient, à moi, réalisa Denis. Qui te revient, confirma Julien. C'est 600 000 dollars, Denis. Maman y est légalement obligée. Ses avocats l'ont confirmé. Il n'y a pas d'échappatoire. Denis eut l'impression de recevoir un coup. 600 000 dollars. C'était une somme inimaginable pour quelqu'un qui gagnait 52 000 dollars par an à enseigner l'histoire. Je ne veux pas de son argent. Ce n'est pas son argent. C'est celui de Vivienne. C'est ce que papa voulait que Vivienne ait. Et puisque Vivienne voulait que tu aies tout, c'est à toi. Julien se leva pour partir. La vente doit être conclue en mars. Maman va se battre contre ça, évidemment. Elle va être furieuse, mais la loi est claire. Cet argent est légalement le tien. Après le départ de Julien, Denis resta seul avec la lettre de Vivienne entre les mains. Il la lut et relut, mémorisant chaque mot, chaque boucle de son écriture. Même face à la mort, Vivienne avait pensé à lui, s'était inquiétée pour lui, l'avait protégé. Le mois suivant fut un flou de procédures juridiques liées à la vente de l'entreprise. Delphine fit exactement ce que Julien avait prédit. Elle combattit la distribution de l'héritage avec tous les outils à sa disposition. Elle argumenta que la part de Vivienne devrait revenir à Julien à la place. Elle tenta de prétendre que le testament était invalide. Elle essaya d'entraver la vente par des litiges, mais David Chen, maintenant familier des tactiques de Delphine, contrecarra chaque tentative méthodiquement. La loi était sans ambiguïté. La part de Vivienne revenait à sa succession, et sa succession revenait à Denis. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas d'exception. En mars, un mardi après-midi pluvieux, Denis reçut le plus gros virement de sa vie. 600 000 dollars, moins les impôts et les frais juridiques, apparurent sur son compte bancaire. Il fixa le chiffre sur l'écran de son téléphone, incapable de le traiter. Il appela David immédiatement. C'est réel. C'est réel, confirma David. La vente de l'entreprise a été conclue hier. Delphine était tenue de distribuer l'héritage. Elle a essayé de retarder le paiement, mais le juge n'était pas d'humeur. L'argent est à vous, libre et clair. Denis ne savait pas quoi ressentir. L'argent changeait une vie. Il pourrait rembourser sa voiture. Il pourrait enfin réparer le toit. Il pourrait mettre de côté pour la retraite. Il pourrait donner aux causes qui tenaient à cœur à Vivienne. Il pourrait créer un fonds de bourse en son nom. Mais rien de tout cela ne ramènerait Vivienne. Ce week-end-là, Denis fit quelque chose qu'il évitait depuis des mois. Il tria tous les effets personnels de Vivienne, ses vêtements, ses livres, ses bijoux, ses manuels de soins infirmiers. Il en donna la plupart à des œuvres de charité, ne gardant que quelques objets précieux. Son pull préféré qui sentait encore son parfum, l'alliance de sa grand-mère, sa collection de thrillers médicaux, son diplôme d'infirmière. Il trouva une autre note glissée dans l'un de ses manuels, écrite de sa main soignée sur un morceau de papier arraché d'un cahier. « Denis, si tu lis ceci, je ne suis plus là et tu es enfin en train de trier mes affaires. Je sais à quel point cela doit être dur, mais je veux que tu saches quelque chose. Tu m'as donné les 6 années les plus heureuses de ma vie. Chaque journée avec toi était un cadeau. Ne laisse personne, surtout ma mère, te faire croire le contraire. Tu as été exactement le mari dont j'avais besoin, exactement le partenaire que je voulais, exactement l'homme que j'aimais. Vis ta vie. Retombe amoureux si tu peux. Sois heureux.
C'est ce que je veux pour toi. Tout mon amour, pour toujours. V. Denis s'assit par terre dans la chambre, entouré de cartons, et pleura plus fort qu'il ne l'avait fait depuis les funérailles. Vivienne lui avait laissé des notes partout, de petites lettres d'amour cachées dans toute la maison. Chacune était un cadeau pour les moments futurs où il aurait le plus besoin d'elle. Si vous aimez cette histoire, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Denis. En avril, 4 mois après la victoire au tribunal, Denis prit une décision. Il ne pouvait plus rester dans la maison. Ce n'était pas le harcèlement de Delphine qui le chassait. Elle était devenue étrangement silencieuse après avoir perdu les 2 batailles juridiques et avoir été forcée de payer l'héritage. C'étaient les souvenirs. Chaque pièce résonnait de l'écho de Vivienne. Chaque coin lui rappelait ce qu'il avait perdu. Il mit la maison en vente. L'agent immobilier lui dit qu'elle se vendrait rapidement. Le quartier était recherché. La maison était bien entretenue. Et le marché était porteur. Elle avait raison. En 2 semaines, Denis avait plusieurs offres. Il en accepta une à 445 000 $, presque 60 000 $ de plus que ce que Vivienne l'avait payé 6 ans plus tôt. La signature finale fut programmée pour fin mai. Denis passa ces dernières semaines à trier leurs dernières affaires et à dire au revoir à la maison qu'ils avaient construite ensemble. Les voisins passèrent lui souhaiter bonne chance. Son principal lui dit qu'il y avait un poste ouvert dans une école près de Charleston, près de ses parents, s'il était intéressé. Denis était intéressé. Il était temps de rentrer à la maison. Temps de recommencer. Temps de bâtir une nouvelle vie qui honorait la mémoire de Vivienne sans en être prisonnier. La veille de la signature finale, Denis reçut un appel téléphonique inattendu d'un numéro inconnu. Il répondit avec lassitude, s'attendant à moitié à un nouveau recours des avocats de Delphine. « Denis, c'est Delphine. » Denis faillit laisser tomber le téléphone. La mère de Vivienne ne lui avait pas parlé directement depuis les funérailles. « Delphine. J'appelle parce que... » Elle marqua une pause et Denis pouvait l'entendre lutter avec les mots. « Parce que je te dois des excuses. » Denis s'assit, stupéfait. « Vous quoi ? » « Je te dois des excuses, » répéta Delphine, sa voix raide mais sincère. « Pour tout. L'avis d'expulsion, la bataille juridique, les choses que j'ai dites sur toi, tout. J'avais tort. » Denis ne savait pas quoi dire. Il attendit. « Julien m'a fait lire la lettre de Vivienne, » continua Delphine. « Celle qu'elle a écrite à Julien, à ton sujet, sur combien elle t'aimait, sur combien tu la rendais heureuse, et j'ai réalisé. » Sa voix se brisa légèrement. J'ai réalisé que j'avais été tellement concentrée sur ce que je voulais pour Vivienne que je n'avais jamais vraiment écouté ce que Vivienne voulait pour elle-même. Elle me voulait, moi, dit doucement Denis. Oui, elle le voulait. Et je ne pouvais pas l'accepter parce que tu n'étais pas ce que j'avais envisagé pour elle. Tu n'étais pas riche ou prestigieux ou de la bonne famille. Tu étais juste bon, gentil, dévoué, et ces choses auraient dû compter plus pour moi que l'argent ou le statut. Mais ce n'était pas le cas. J'étais une snob et une imbécile. Denis sentit quelque chose bouger en lui. Pas tout à fait du pardon, mais peut-être le début de celui-ci. Vous m'avez fait mal, Delphine. Pendant le pire moment de ma vie, vous avez essayé de m'enlever la seule chose que Vivienne voulait que j'aie. Je sais, et je suis plus désolée que je ne peux l'exprimer. J'étais en colère contre le monde d'avoir pris ma fille, et j'ai reporté cette colère sur toi. C'était cruel et mauvais. Delphine prit une respiration tremblante. J'ai entendu que tu vendais la maison. Oui. Je signe demain. Où iras-tu? Charleston. Près de mes parents. Il y a un poste d'enseignement qui m'attend là-bas. C'est bien. Tu devrais être près de ta famille. Une autre pause. Denis, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que nous soyons amis ou restions en contact, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Vivienne t'aimait. Tu aimais Vivienne. Tu la rendais heureuse, et cela aurait dû me suffire depuis le début. Merci de dire cela, dit Denis. Il le pensait. Je veux aussi que tu saches que je crée une fondation au nom de Vivienne pour la recherche sur le cancer pédiatrique. Je la finance avec une partie de l'argent de la vente de l'entreprise. Si tu veux t'impliquer d'une manière ou d'une autre, au conseil d'administration ou juste en étant consulté sur les décisions,
ta contribution serait la bienvenue. Vivienne voudrait que tu fasses partie de l'hommage à sa mémoire. Denis sentit ses yeux picoter. J'aimerais ça. Bien. Je demanderai à mon avocat, un autre avocat, de t'envoyer les détails. La voix de Delphine s'adoucit. Vivienne a eu de la chance de t'avoir. J'aurais dû le lui dire quand elle était en vie. J'aurais dû t'accueillir dans notre famille au lieu de me battre contre toi. J'ai échoué en tant que mère et en tant que belle-mère. Je suis désolée. Après avoir raccroché, Denis resta assis dans le salon vide de la maison qu'il s'apprêtait à quitter. Les meubles étaient partis, vendus ou donnés. Les murs étaient nus, montrant les taches plus claires là où des photos avaient été accrochées. La maison qui avait été si pleine de vie, d'amour et de rire n'était plus qu'une coquille vide. Mais elle avait servi son objectif. Elle avait été un sanctuaire pour lui et Vivienne. Elle l'avait protégé de la colère de Delphine. Elle lui avait donné une sécurité pendant la période la plus sombre de sa vie. Et maintenant, elle lui donnait la liberté financière de repartir à neuf. Le lendemain, Denis signa les documents de vente et remit les clés. Il sortit de la maison une dernière fois, s'arrêta sur le porche et regarda en arrière. « Merci », murmura-t-il à l'adresse de Vivienne, à la maison, à l'univers. « Merci pour tout. » Il partit pour Charleston cet après-midi-là, sa voiture chargée des quelques possessions qu'il avait gardées. Ses parents l'accueillirent avec des larmes et de fortes étreintes. Sa vieille chambre l'attendait temporairement, le temps qu'il trouve son propre logement. Le poste d'enseignement commencerait en août, lui donnant l'été pour s'installer et guérir. Au cours des mois suivants, Denis reconstruisit lentement sa vie. Il trouva un petit appartement en ville près de l'océan, rien de luxueux, mais douillet et lumineux. Il commença une thérapie pour surmonter son deuil. Il s'inscrivit dans une salle de sport et recommença à courir, quelque chose qu'il aimait avant que Vivienne ne tombe malade. Il fit du bénévolat à la bibliothèque locale, comme sa mère l'avait fait toute son enfance. Il ne sortit avec personne. Il n'était pas prêt. Peut-être ne le serait-il jamais, mais il apprenait à être en paix avec cela. Vivienne avait été l'amour de sa vie. S'il ne le retrouvait jamais, il serait toujours reconnaissant pour les 6 années qu'ils avaient eues ensemble. En août, Denis commença à enseigner au lycée Marant de Charleston. Ses élèves étaient brillants, curieux, et lui rappelèrent pourquoi il avait choisi cette profession en premier lieu. Il n'était plus le même enseignant enthousiaste qu'avant la maladie de Vivienne. Le chagrin l'avait changé, vieilli, approfondi, mais il était toujours bon dans ce qu'il faisait. Ses élèves répondirent à sa force tranquille et à son attention sincère. En novembre, 1 an après la mort de Vivienne, Denis assista à la première réunion du conseil d'administration de la Fondation Vivienne de Morville-Erickson. Delphine était là, plus réservée qu'il ne l'avait jamais vue. Julien assistait avec sa femme. Plusieurs collègues infirmières de Vivienne avaient rejoint le conseil. Ensemble, ils planifièrent des événements de collecte de fonds, des subventions de recherche et des campagnes de sensibilisation. Ce n'était pas exactement une réconciliation. Denis et Delphine ne seraient jamais proches. Les blessures étaient trop profondes, la trahison trop récente. Mais ils pouvaient travailler ensemble pour honorer la mémoire de Vivienne. Ils pouvaient mettre de côté leurs différences pour quelque chose de plus grand qu'eux. Ce soir-là, Denis se rendit au cimetière de Oak Hill. Il l'avait évité pendant des mois, incapable d'affronter la tombe de Vivienne. Mais maintenant, à l'anniversaire de sa mort, il se sentait prêt. Il apporta des fleurs, des tournesols, ses préférés. Il s'assit sur l'herbe près de sa pierre tombale et lui parla comme il lui parlait autrefois dans la vie. Il lui parla de Charleston, de l'enseignement, de la fondation. Il lui parla des excuses de Delphine et de la gentillesse de Julien. Il lui parla de la vente de la maison et de l'argent qu'elle lui avait laissé, et comment il l'utilisait pour construire une bonne vie. « Tu as pris soin de moi, » dit-il doucement. « Même quand tu étais mourante, même quand tu aurais dû te concentrer sur toi, tu me protégeais encore. Tu t'es assuré que j'aurais un foyer. Tu t'es assuré que j'aurais une sécurité. Tu t'es assuré que ta mère ne pourrait pas me détruire. » Le vent de novembre fit bruisser les feuilles des arbres voisins. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le cimetière. « Je vais bien, » poursuivit Denis. Cela m'a pris un moment pour le croire, mais c'est le cas maintenant. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Je ne serai plus jamais cette personne,
mais je suis en paix avec ce que je deviens. Quelqu'un qui connaît la valeur de l'amour. Quelqu'un qui comprend que protéger les gens qu'on aime est la plus haute forme de dévotion. Quelqu'un qui sait que la richesse ne se mesure pas en dollars, mais dans les relations qu'on construit et les vies qu'on touche. Il déposa les tournesols sur sa tombe et se leva pour partir. « Merci, Vivienne, dit-il une dernière fois. Pour tout, de m'avoir aimé, de m'avoir protégé, de m'avoir appris ce qui compte vraiment. Je porterai cette leçon avec moi pour le restant de ma vie. » Alors que Denny retournait à sa voiture, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis un an. La paix. Pas le bonheur, pas encore, mais la paix. L'acceptation que la vie continue. Que le chagrin ne disparaît pas, mais devient quelque chose que l'on apprend à porter. Que l'amour ne finit pas avec la mort, mais se transforme en souvenir et en gratitude. Delphine avait essayé de tout lui prendre par dépit et préjugés. Mais Vivienne avait rendu cela impossible. L'amour de Vivienne avait été plus fort que la haine de Delphine. La préparation de Vivienne avait été plus puissante que la richesse de Delphine. Et en fin de compte, la justice avait prévalu. Non par la vengeance ou la représaille, mais par le simple et profond acte d'une femme protégeant l'homme qu'elle aimait. Denny rentra chez lui alors que le soleil se couchait sur Charleston, reconnaissant pour les années qu'il avait eues avec Vivienne, reconnaissant pour la sécurité qu'elle lui avait donnée, et reconnaissant pour la leçon qu'elle lui avait apprise. Que la meilleure protection contre la cruauté n'est pas la vengeance. C'est un amour qui anticipe, qui pense au-delà de lui-même, qui construit des forteresses de documents juridiques et de préparations minutieuses pour que même la mort ne puisse détruire ce que deux personnes ont bâti ensemble. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de se battre. Parfois, c'est simplement d'être préparé. Parfois, la justice ne vient pas des batailles judiciaires ou des ingénieux scénarios de vengeance. Parfois, elle vient d'une femme mourante qui aimait assez son mari pour s'assurer qu'il irait bien après son départ. Et cet amour, cette prévoyance, cette dévotion, cela valait plus que n'importe quel héritage, n'importe quelle maison, n'importe quelle somme d'argent, c'était tout. Si cette histoire t'a ému, dépose un petit cœur jaune dans les commentaires. Et surtout, rappelle-toi, ta meilleure amie a encore plein de récits à te partager. Alors abonne-toi, reste tout prêt, et on se retrouve très vite. D'ici là, reste douce, reste authentique, et reste ma meilleure amie. Car tu le sais, une vraie meilleure amie n'est jamais à court d'histoire.